Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, notre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, notamment de l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires, de découvertes, mais aussi de sensibilité. Les fiers trentenaires, c'est votre tout nouveau podcast incontournable pour vivre la trentaine à fond. En préparant cet épisode, j'ai découvert un proverbe plein de sagesse qui dit « Qui n'épargne pas un sou n'en aura jamais deux ». En clair, il laisse entendre que si l'on ne prend pas l'habitude de mettre de côté même de petites sommes, il sera difficile, voire impossible d'en accumuler de plus grandes. Cette phrase simple met le doigt sur l'importance capitale de l'épargne. Car oui, quand on rêve de se constituer un patrimoine, d'avoir un coussin de sécurité pour les imprévus ou simplement de se faire plaisir plus tard, commencer par épargner des montants modestes est la clé. C'est ainsi que l'on développe une habitude précieuse, celle de l'accumulation progressive de fonds. J'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de mal à épargner et je suis certaine de ne pas être la seule à subir cette mauvaise habitude. Est-ce parce qu'on ne nous l'a pas suffisamment inculqué ? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis certaine, quasi sûre, c'est que cela n'a rien à voir avec un train de vie au-dessus de mes moyens, comme certains ont tendance à le suggérer pour nous culpabiliser. À mon humble avis, et je suis convaincue que notre invité du jour partagera ce point de vue, il y a un manque criant de modules de gestion financière dans l'éducation que nous recevons, que ce soit à la maison ou même à l'école, d'où le fait qu'on n'ait pas la culture de l'épargne au quotidien. Bien sûr, vous me direz aujourd'hui, nous sommes adultes, libres de nos choix et responsables de nos finances. Mais qu'on le veuille ou non, les adultes que nous sommes sont le reflet de tout ce que nous avons vu et reçu comme éducation. Au Gabon, par exemple, trop de personnes vivent encore au jour le jour. Leur rapport à l'argent est simple. Il est point final. Le résultat, on le connaît tous. Quand les urgences frappent à la porte, on se retrouve tenté de les fuir par les fenêtres de la dette. On finit par solliciter nos proches. Je dis solliciter, mais je peux dire par harceler nos proches sur WhatsApp pour de l'argent qu'on aura bien du mal à leur rendre. Bref, si vous n'avez pas encore compris le message du jour, sachez que dans cet épisode de Les Fiers Trentenaires, nous allons parler argent, mais surtout épargne sans privation, de ces petits pas vers la liberté financière et de notre rapport à l'argent quand on est un trentenaire qui se veut conscient, ambitieux et fier. Aujourd'hui, on reçoit Sophia. Quand je vous dis son prénom comme ça, si vous ne la connaissez pas personnellement, vous ne voyez sans doute pas directement de qui il s'agit. Mais je suis sûre, si vous êtes gabonais et actif sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, vous avez au moins une fois déjà vu passer un de ses posts. Yvonne Sophia, plus connue sous le pseudonyme de la blog Gentillesse, est une créatrice de contenu gabonaise. Amoureuse de Port-Gentil, en 2020, Sophia lance le concept Balade en ville avec la blog Gentillesse, une série de posts et de vidéos dans laquelle elle nous embarque à la découverte de sa ville. Elle y partage les bonnes adresses, les bons plans pour les moments de détente, que ce soit en solo, en famille ou entre amis. Elle nous montre les restos, les salles de sport, les hôtels, les espaces touristiques, bref, elle fait de ses endroits et événements préférés à Port-Gentil the place to be. Ce qui lui permet de se faire un nom dans le blogging et la création de contenu gabonais. En 2023, Sophia emménage à Libreville. Je me souviens encore du post sensible qu'elle nous a fait pour annoncer son départ de sa ville de cœur. Elle nous a posté une vidéo de quelques secondes où tout allait très vite en disant « C'est ainsi que je vois Libreville. Tout va très vite dans cette ville ». Arrivée à Libreville pour des raisons professionnelles, la vie de la blog Gentillesse change.
Elle doit trouver un logement, se faire des repères. Et je pense, elle me dira si je me trompe, que ce déménagement a été un tournant de sa vie. Parce que c'est à cette même période qu'elle crée Madame Épargne par la blog Gentillesse, un alter ego qui, comme son nom l'indique, promeut, sensibilise et incite à l'épargne. Son credo est simple. Qui sème l'épargne récolte la sécurité financière. Pour ses premiers posts, on découvre les bases de l'épargne. Qu'est-ce que l'épargne ? 3 bonnes raisons d'épargner, 5 astuces pour épargner, 5 raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent d'épargner à la maison. Et pour confirmer son statut de militante pour une épargne réfléchie, en 2025, Sophia nous pond un bijou, le planificateur de budget et d'épargne. Un des travaux qui l'ont emmené à collaborer avec des structures telles que BGFI, Cofina et d'autres. À côté de son contenu habituel de food lover et d'amoureuse de Port-Gentil et de la ville de Libreville, Sophia, a.k.a. la blog Gentillesse, a.k.a. Madame Épargne, nous partage ses astuces concrètes, ses galères, mais aussi sa vision bienveillante de la gestion de l'argent quand on est un trentenaire, loin des discours habituels qui sont plus souvent culpabilisants. Maramboura Sophia. Maramboura Darlene, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Moi, ça va. Je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis contente. Franchement, j'en ai parlé sur mes stories Instagram parce que c'est là-bas que je m'exprime le plus souvent quant à la programmation des épisodes. Oui. Lorsque je t'ai demandé de venir nous parler d'épargne, nous parler de ton planificateur et voilà, tout. Ton planificateur, etc. Je me suis dit, est-ce qu'elle va accepter? J'espère qu'elle va accepter. Et quand tu as dit, oui, je suis ravie, je me suis dit, ouf! Je suis allée créer la story pour dire que je vous ai dégoté quelqu'un. En tout cas, je suis vraiment contente. Merci énormément. Merci infiniment, Sophia, d'être là ce soir. Merci à toi pour l'invitation. Hein. Tout le plaisir est pour moi, du coup. Donc, tu es une abonnée de notre podcast, au point où tu m'as harcelée après les premiers épisodes. Ouais. Donc, tu connais plus ou moins notre rituel d'entame, celui qui consiste à demander l'âge de l'invité. Oui. Du coup, Sophia, quel âge tu as et comment est-ce que tu le vis? Moi, j'ai 35 ans. Du moins, j'aurai 35 ans le 30 septembre. Et je vis ma trentaine. En fait, c'est normal. C'est normal. Je ne m'enferme pas dans tout ce qui est stéréotype, appréhension concernant cet âge-là. Et je reste ouverte à tout ce que ma trentaine peut m'apporter, donc comme opportunité, comme victoire et même comme échec, en fait. Donc pour toi, c'est un âge comme tout autre, en fait. Effectivement. Après, je me souviens quand je terminais la vingtaine, il y avait une grosse vague de mariage. Et après, quand on était étudiant, on s'est dit, quand je finis mes études à 25 ans, je serai dans ma maison. À 30 ans, je suis mariée. Ouais. Je fais le travail de mes rêves et tout, j'ai mes enfants. Et ça a été une grosse pression pour moi. Et je voulais me marier, en fait. Je voyais les gens qui se mariaient avant 30 ans, à 30 ans. Et à cette période-là, entre la fin de mes 28 ans, 29 ans, franchement, j'ai failli devenir folle. Je me souviens même que j'ai fait un jeûne d'Esther parce que je voulais me marier. Oui, parce que en fait, j'étais amoureuse d'un jeune homme et je voulais vraiment que les choses se passent et que 30 ans me trouve mariée. Mais ça a été une période qui m'a beaucoup secouée et je suis sortie de là. Je me suis dit, advienne que pourra. Et si je me marie à 30 ans, tant mieux. Sinon, je vais profiter de ma trentaine et on verra la suite, quoi. Ok, et aujourd'hui, comment est-ce que tu dis que tu le vis assez bien, que tu te sens mieux. Est-ce que tu as toujours cette petite frayeur de ne pas trouver l'homme avec qui tu vas te marier éventuellement? Est-ce que tu es toujours en attente constante du mariage ou bien ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Parce que je me dis, vouloir se marier, c'est quelque chose. Trouver la personne avec qui on veut se marier, c'est encore quelque chose. Mais faire en sorte que la personne qu'on veut nous épouse, ça c'est encore autre chose, tu vois. Et mon petit frère m'a dit une fois que ça sert à rien, en fait, de te battre pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Tu vois. Je veux me marier
je suis convaincue que j'ai les aptitudes, j'ai les acquis, j'ai tout ce qu'on peut dire pour être éligible au mariage, mais ça ne dépend pas de moi, tu vois. Donc, je préfère me focaliser sur des choses que je peux contrôler, comme mon épargne. Et le mariage, c'est une institution divine. Et je serai vraiment honorée, réceptive le jour où, le moment là se présentera. Pour le moment, je sais pas, je veux pas y penser, je veux pas avoir le cœur qui se gonfle parce que j'aurai un sentiment d'inachevé. Je veux juste vivre, quoi. En tout cas, tu dis quelque chose qui est hyper intéressant et c'est un élément que je considère ou que j'utilise comme credo au quotidien. Je pense que tu as écouté l'épisode 1 et je parlais de la prière des alcooliques, les alcooliques anonymes, qui dit que Seigneur, donne-moi la force d'accepter les choses que je peux accepter et de changer celles que je ne peux pas changer. Effectivement. Et c'est ce que tu es en train de dire, tu vois, et ton petit frère a totalement raison. Accepte les choses que tu ne peux pas changer, qui ne dépendent pas forcément de toi. Et moi, je suis contente d'entendre que tu as appris à les accepter. Comme tu dis, le mariage, c'est une institution divine, ça ne dépend pas forcément de nous. C'est l'univers qui aligne les choses et qui fait en sorte que aujourd'hui, on soit plus disponible ou disposé ou plus apte à épouser quelqu'un qu'il y a 10 ans en arrière, quoi. Naturellement. Donc nous, on espère que ça va se faire. On croise les doigts pour toi. Moi aussi, hein. Voilà. Mais d'ici là, chill, quoi. Ça va aller. Mais clairement. Donc voilà. Moi, je sais de toi que pour la plupart des informations que j'ai eues sur toi, je les ai eues via tes réseaux sociaux, via les différents web médias qui ont fait des articles sur toi et tout. Et donc, j'aimerais, pour ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas fait les recherches que moi j'ai faites, que tu nous parles un peu de ton parcours, études, vie professionnelle, vie amoureuse, de notre beau-frère le Yougoslave, etc. Donc, s'il fallait qu'on sache de Sophia d'autres éléments que ce que j'ai mis dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache? Déjà, Sophia, c'est une maman. J'ai un petit garçon. Il aura 12 ans dans quelques jours. Wow. Donc, ça, c'est vraiment une facette de moi que je ne partage pas. Mais absolument pas. J'ai jamais vu que tu avais un fils. Oui, je ne partage pas. Même en story WhatsApp, on ne va pas le voir. C'est vraiment quelque chose que je garde privé, en fait. Voilà. Donc, j'ai étudié le marketing. J'étais à Dakar. J'ai fait 8 ans. Donc, 5 ans. Mon cursus normal, j'ai obtenu mon master 2 et j'ai bien aimé le pays, sinon la ville de Dakar, et j'avais décidé de m'installer là-bas. Donc j'ai encore fait 3 ans, mais au bout d'un moment, les soucis de la vie, etc., je vous passe les détails, j'ai dû rentrer et puis il y avait mon fils aussi qui était ici, donc j'ai dû rentrer. Et quand je suis rentrée en juillet 2018, c'était beaucoup de chômage. Donc, vu que j'étais vraiment passionnée de communication, je me souviens que le premier endroit où j'ai vraiment pratiqué la com, c'était à l'église. J'étais dans le département communication. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure de la communication a débuté. À côté de ça, je cherchais le travail, mais je n'ai pas trouvé. En même temps, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. Et tout est parti de là, en fait. Ok, alors moi, je te découvre il y a quelques années grâce à une connaissance qui repartageait à l'époque tout le travail que tu faisais pour voir la ville, oui. Et du coup, moi, je me demande... là, tu nous as plus ou moins expliqué comment ça a commencé, mais comment est-ce que tu rentres dans la création de contenu et surtout, je suis curieuse de savoir parce qu'aujourd'hui, le thème autour duquel on va échanger aujourd'hui, c'est épargner pour mieux kiffer. Et si je t'ai choisi comme intervenant, c'est bien pour une raison, parce que sur tes réseaux sociaux aujourd'hui, tu communiques beaucoup plus sur l'épargne que sur la promotion de la ville de Port-Gentil ou de Libreville même en général. Et du coup, qu'est-ce qui te fait te lancer dans la création de contenu et comment tu passes de la blog gentillesse à Madame Épargne en fait? Quel a été ton déclic? Déjà, ce qui fait en sorte que je me lance dans la création de contenu, c'est parce que j'ai cherché le travail, j'ai pas trouvé. Et
en tant que membre de la cellule communication de l'église, j'étais amenée à faire beaucoup de contenu. On faisait des vidéos quand il y avait des séminaires, etc. Je faisais les affiches pour les cultes et tout. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à exploiter de ce côté-là. Et quand j'ai commencé, c'était Miss Mac, le nom de ma page. Mais c'était vraiment diminutif, genre Miss Macaya, parce que c'est mon nom de famille. Mais là-bas, on faisait juste de la motivation. Beaucoup de motivation. Je partageais les textes que j'écrivais, etc. Et après, bon, j'ai trouvé ça monotone. J'ai eu envie de plus. Et je voyais comment, à l'extérieur, les gens étaient plus ou moins engagés dans la création de contenu, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? C'est à ce moment-là même que je fais la transition. Je quitte Miss Mac pour devenir la blog Gentillaise. Et à l'époque, donc, tu vivais à Port-Gentil? Oui, je vivais à Port-Gentil. Et moi, je pensais que tu étais née à Port-Gentil, tu vois. Mais je suis née à Port-Gentil. Tu es née à Port-Gentil, oui. Ok, d'accord. Et comment ça se passe ta vie en général, les premières années de ta vie du côté de Port-Gentil? Quand j'étais plus jeune, c'était... Est-ce que Sophia, c'était une fille fougueuse, bien une fille sage, très appliquée à l'école? Non. J'étais très demi-garçon. Ok. J'étais très demi-garçon, j'aimais danser. C'est vraiment la fille intelligente sans forcer, en fait. Je me souviens même quand j'étais au C1. Talent, en fait. Quand j'étais au C1, on a convoqué ma mère parce que j'avais très bien travaillé, j'étais sortie 4e, mais j'avais pas de cahier. Tous les cahiers que maman avait achetés, j'ai découpé pour faire les poupées. Tu vois les poupées là et les tout. Poupées de papier qu'on voilà, faisait avec avant. les habits. C'est dommage, j'ai pas fini styliste dans une autre vie peut-être. Donc c'était ça. Et après, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup vécu entre Port-Gentil et Libreville. Parce que mes parents étaient séparés. Ma mère vivait à Port-Gentil et mon père à Libreville. Donc, on était à Port-Gentil. Après, on partait à Libreville. C'était vraiment ça. Mais ça s'est stabilisé quand je suis passée en 6e. Passé en 6e, mon père est retourné travailler à Port-Gentil, donc on est parti. Mais c'était vraiment, voilà quoi, demi-garçon, une fille très 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 agitée, au quartier, voilà, on jouait à la bouteille, ça c'est tout le monde. Des fois on jouait au foot, voilà. Mais c'était vraiment pas la première de la classe, c'était pas la jeune fille glamour comme on voit les petites filles aujourd'hui. C'était vraiment quelqu'un de simple, authentique, un peu radical, grande bouche. Voilà, ça c'est vraiment Sophia du passé quoi, quand elle était petite. En tout cas, pour les abonnés non gabonais qui nous écoutent, parce qu'on en a de plus en plus, pour les auditeurs non gabonais qui nous écoutent, sachez que la bouteille, c'est un jeu qui consiste à remplir une bouteille avec le sable. Voilà, avec du sable. Et puis, il y a 2 personnes qui sont censées, les personnes qui lancent une balle pour pouvoir te toucher et pour t'empêcher de finir de remplir la bouteille pendant que tu la remplis, sont de l'équipe adverse. En gros, c'est ça. 2 personnes de l'équipe adverse essaient de te toucher avec une balle et toi, ton objectif, c'est de remplir la bouteille et de la vider. Et d'esquiver la balle. Hein. Voilà, au pire, d'esquiver de la balle pour faire gagner des points à ton équipe. En tout cas, c'est ça la bouteille qui peut aussi être appelée le bonus ici au Gabon. Si jamais vous avez un jeu quasi similaire de votre côté du monde, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire le nom de ce jeu. Donc voilà, merci pour ce partage par rapport à ta petite enfance, Sophia. J'aimerais savoir quel est ton premier souvenir marquant lié à l'argent. Parce que là, on est dans ton enfance. Je pense que ton premier souvenir marquant éventuellement en rapport avec l'argent provient de ton enfance. Donc, quel a été ton premier souvenir le plus important avec l'argent? J'étais en 6e et papa m'avait donné, à mes sœurs et moi, on nous avait donné l'argent de poche. J'ai eu 20 000, mais en fait, je pensais que c'était une grosse cagnotte. Mais laisse tomber, hein. J'avais pas les réflexes d'aujourd'hui. Donc, quand il m'a donné les 20 000 là, je suis partie à Score.
Score à casino, voilà. Ouais. Mais à l'époque, c'était Score. Mais je me suis ramassé un tas de cochonneries. Je me souviens, j'avais pris, tu vois, il y a des boîtes là au supermarché, genre des assortiments de biscuits. J'ai pris ça, j'ai pris des bonbons, mais j'ai pris tout un tas de cochonneries et j'avais ça sous le lit. Genre, mais tu manges, tu sens que tu as réussi ta vie en fait. Tu es allé au casino, tu es allé à Score, mais tu as fait tes courses. Et franchement, c'était bien quoi. C'était bien, mais je ne vais pas dire dommage qu'à cette époque, je n'avais pas ces réflexes-là. Mais c'était, je pense, c'était la réaction du moment, quoi. C'est la réaction du moment. C'était la réaction du moment, oui. C'est la réaction d'une enfant. Et tu vois, moi, pour répondre à la question, je peux dire que moi, mon premier souvenir marquant, c'est un de mes oncles qui me donne de l'argent. Mais à peine le gars est parti que maman a récupéré, quoi. À peine, genre, il est même pas encore loin. Franchement. Que des gens m'ont dit, genre, donne, je vais garder. Et je pense que cet argent, je l'ai jamais récupéré. Mais c'est clair que c'est de l'enfumage. Jamais. Et donc voilà, toi au moins tu as chillé avec ton argent. C'était ton argent. Tu as chillé avec, tu as mangé avec. Mais moi, c'est de loin ma mère qui prend l'argent. Clairement. Qui finit par m'informer que bon, elle a utilisé cet argent pour faire autre chose. Oui. Et tout ça, donc voilà. C'est clair. Mais si tu avais pris ton argent, tu allais faire quoi avec? Et aller acheter les biscuits, les bonbons, tout ce que Clairement. Tout ce que tu as dit. Ouais. Parce que je pense que j'avais quoi, 8 ou 10 ans à l'époque. Donc, on n'est pas adolescente pour se dire qu'on va s'acheter des vêtements. Clairement. Je sais pas. On est une enfant qui pense à manger que des sucreries en fait. Tu vas aller acheter des jus, tu vas aller acheter des biscuits, tu vas faire la distribution à tes frères et sœurs. Clairement. Ou bien peut-être les narguer. En tout cas, c'est ça. C'est ça que j'aurais fait si c'était pas que ma mère avait pris cet argent pour faire quelque chose dont elle avait peut-être plus besoin que moi. Oui. Et elle me disait que je vais vous acheter le pain et le lait. Tu vois que ça, c'est quelque chose de plus... Elles sont toutes pareilles. De plus sérieux. Oui, direct. Que moi qui serais partie acheter des biscuits, en fait. Ok. En tout cas, j'aimerais savoir quelle est ta définition personnelle. Parce que toi, sur tes réseaux sociaux, tu parles énormément d'épargne. Tu ne parles pas tant d'argent. C'est peut-être que ça découle. Mais tu parles vraiment de l'épargne, de l'argent pour épargner, en fait. Et j'aimerais que tu nous donnes la définition de Sophia de l'épargne. L'importance que tu accordes à l'épargne et pourquoi, en fait. Comment est-ce que ça t'est venu? Donc, ma définition personnelle de l'épargne, pour moi, l'épargne, c'est prendre soin de moi, préparer mon avenir et me mettre à l'abri, en fait, des soucis, de quelque forme que ce soit. Donc, j'accorde vraiment une grande importance à l'épargne. Aujourd'hui, on est plus ou moins confrontés dans nos familles à des personnes qui vont prendre la retraite, tu vois, qui n'ont pas créé ce filet de sécurité-là. Et nous, aujourd'hui, on a la grâce, je vais dire ça comme ça, d'avoir des créateurs de contenu ou moins des institutions bancaires de par leur présence maintenant sur les réseaux sociaux qui font de la sensibilisation plus ou moins. Et c'est vraiment de là qu'est venu vraiment ce déclic-là. C'est vrai, on est jeune, on peut vivre notre best life, mais on doit toujours, on doit toujours garder à l'esprit que de la même manière que demain n'est pas certain, demain peut être certain, mais compliqué si on ne prend pas les devants dès maintenant pour nous préparer ce filet de sécurité-là qui va nous permettre peut-être de ne pas vivre une best life pro max, mais on va rester dans les standards, tu vois, on va rester dans les standards, on va être dans la décence là même, la décence de vie qu'on est censé avoir à un certain âge. Donc c'est vraiment ça. Et quand tu observes les gens lorsque tu parles de l'épargne, que tu essaies de sensibiliser, que tu t'approches des jeunes, peut-être même de ton entourage, que ce soit ta famille ou tes amis, quels sont les plus grands blocages que tu observes chez les gens, en fait? Je ne sais pas si je dois appeler ça blocage, tu vois, mais je pense que concernant l'épargne, les gens sont un peu, je dirais, emprisonnés dans les appréhensions qu'ils ont, emprisonnés dans leur rapport à l'argent. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait plus de réticence, tu vois. Moi, je suis tombée sur des gens qui me disent « Ouais, je vais épargner, mais si maintenant,
je meurs. Ouais. Qui va utiliser l'argent? Tu as des gens qui te disent non, moi je peux pas épargner parce que moi j'ai pas d'argent, tout mon argent va dans les charges. Je sais pas, tu as vu le post que je faisais sur ça, que si tu n'arrives pas à épargner, revois tes charges à la baisse. Il y a des gens qui vont se dire que je dis ça parce que je minimise peut-être le fait que les gens soient plus ou moins asphyxiés. Mais la vérité, c'est que si on ne comprend pas réellement c'est quoi l'épargne, on va toujours se retrouver dans ces histoires-là, tu vois. Parce que l'épargne, les gens pensent que l'épargne, c'est un montant. L'épargne, c'est pas un montant. L'épargne, c'est une habitude. Et voilà pourquoi j'aime mon slogan qui dit « Qui sème l'épargne récolte la sécurité financière ». Parce que ce qu'on sème maintenant, on ne le récolte pas maintenant, tu vois un peu. Donc, il faut que les gens apprennent que l'argent grandit, l'argent augmente à son rythme en fait, tu vois. Quand on dit d'épargner aujourd'hui, c'est pas pour que à la fin de l'année tu aies 1 milliard, non. Parce que dans l'épargne, le plus dur c'est pas l'argent. Le plus dur c'est l'habitude, c'est la discipline, c'est l'organisation, c'est le fait de faire ce geste répété là. Chaque fin du mois, tu dis je vais enlever. Tu vas enlever, tu vois. Et c'est comme je te disais avant qu'on ne commence l'émission, au début de l'année, moi j'ai fait ma liste d'objectifs financiers pour 2025 et je me suis dit je veux souscrire à un plan épargne retraite parce que jusqu'ici j'épargnais mais c'était vraiment sur le court, le moyen terme, tu vois. Surtout depuis que je suis arrivée à Libreville, il faut m'installer, etc. Donc c'est cette année et j'ai souscrit à un plan épargne retraite. Et après, je me suis dit, bon, j'ai envie de m'acheter une voiture. Je vais cotiser pour acheter une voiture, tu vois. Mais dans un laps de temps, j'étais confrontée à des soucis qui ont fait en sorte que cette épargne-là, elle s'envole. Et j'ai pas la même capacité financière qu'en janvier ou en mars. Ce qui fait que j'arrive pas en ce moment à épargner de grosses sommes. Mais à chaque fois que j'ai des pièces, je mets ça dans mon coffre. C'est vraiment ma consolation et je me dis, il faut pas que je perde cette dynamique-là. Et c'est vraiment ce que les gens doivent intégrer. Il faut pas qu'ils se focalisent sur le montant, mais il faut se battre pour parfaire l'habitude. Et quand l'habitude est rentrée, on commence par épargner 100 francs, 200. Et à un moment donné, forcément, les revenus vont augmenter, l'épargne va augmenter. Et après, ça ne devient pas ça ne reste plus comme une punition, mais ça devient une habitude. Ce qui fait qu'au lieu de mettre l'épargne en bas, par exemple, je prends le cas de mon planificateur, tu as la case épargne investissement. Mais quand ça devient vraiment une habitude, l'épargne rentre dans les charges fixes, en fait. Et on n'a plus besoin de te dire d'épargner, c'est normal. C'est vraiment ça. Oui. Ok. Et j'allais te poser la question, je pense que tu y as répondu vaguement, de savoir quel est, à ton avis, le pourcentage de son revenu mensuel qu'on doit pouvoir épargner. Bon. Quand tu fais les recherches, on va te dire, tu fais 50, 30, 20, tu vois. 50% tes charges fixes, 30% genre tes loisirs, 20% l'épargne. Mais ça, c'est une méthode standard. C'est une méthode standard et tout le monde ne peut pas se retrouver dans cette méthode. Surtout quand on a des problèmes pour épargner et on veut commencer. Moi, je pense que c'est mieux de commencer et d'aller à son rythme, en fait, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut faire 50, 30, 20. Il y a des gens, les charges, c'est peut-être 110. Les loisirs, 20. L'épargne, 10. Tu vois. Et si vraiment, on veut encourager les gens à épargner, je me dis, on ne doit pas leur imposer quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on leur impose quelque chose. Moi, je me dis, si tu n'arrives pas à épargner et que tu fais l'effort de mettre 1000 francs de côté, même chaque semaine, je pense que tu es en marche, en fait, pour gagner le pari de l'épargne. Parce que les gens, quand on commence à leur dire, tu dois épargner 20% de tes revenus, c'est lourd. Ça peut être lourd pour eux.
et ils se disent, bon, je n'ai pas les 20%, je ne vais pas épargner, en fait, tu vois. Entre-temps, l'épargne, c'est ce que tu as. Tu donnes ce que tu as, tu mets de côté ce que tu as. Et forcément, au fur et à mesure, tu vas arroser ce que tu as avec de la constance, de la discipline. Forcément, ça va pousser. Et avec ça, j'ai envie de savoir si, à ton avis, on peut épargner sans se priver. Parce que tu as dit quelque chose, tu disais qu'il y en a qui vont se retrouver avec des charges de 70% et faire des loisirs à 20, 25, voire 30%. Quand on est dans cette situation, quand on a un budget aussi serré, est-ce qu'on peut se permettre d'épargner sans se priver de vivre, d'aider sa famille, ses proches, etc. Bon, sans se priver d'aider sa famille, déjà comme dit mon père trouve que je suis trop radicale, mais en réalité, quand on veut épargner, surtout quand on a des objectifs d'épargne, quand on veut peut-être lancer un projet, il faut traiter durement son portefeuille. Et quand je dis traiter durement son portefeuille, je viens directement sur l'aide à la famille. L'aide à la famille, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand les problèmes de la famille rentrent maintenant dans les charges fixes des gens. C'est là où c'est pas bon. Je vais prendre un exemple, les mariages. Quand il y a les mariages, on ne tient pas compte du revenu des gens, même si, bon, dans la famille, tu vas pas aller dire que, bon, moi, je gagne 1 million, tu vois. Tu vas aller, pour les mariages, on va te dire, ouais, Darlene, toi, tu dois cotiser 75 000. Et si 75 000 était mon salaire, tu vois un peu. Donc, on cotise pour les mariages, on cotise pour les décès, on cotise souvent parce qu'on a une sœur, l'enfant ne se sent pas bien, elle n'a pas d'argent. Je dis pas que c'est mauvais, mais les besoins de la famille, l'aide à la famille deviennent plus souvent des charges fixes en fait. Ce qui fait que les 2000 qu'on envoie à telle monnaie à la cousine Anastasia parce qu'elle n'a pas les unités dans son compteur, les 75 000 qu'on envoie pour le mariage, les 50 000 qu'on envoie pour le décès de tonton Boniface qui est décédé là-bas au village, machin, qui n'est pas vraiment proche. À la fin du mois, tu fais le calcul, tu te rends compte que tu épargnes, mais dans une caisse que tu n'as pas toi-même, qui n'est pas la tienne en fait. Et c'est ça qui est lourd. Et pour épargner, sans se priver, à un moment donné, tu dois apprendre à dire non. À un moment donné, tu dois être radical en fait. Tu dois être radical et te dire j'ai pas prévu, je ne le fais pas. Parce que épargner sans se priver, c'est pas seulement se priver pour les loisirs. Non, ça peut être pour des choses essentielles. Tu avais prévu d'aller par exemple chez le comment on appelle ça, chez le dentiste, peut-être pour aller faire un détartrage, je sais pas. Mais quand il y a des imprévus ou des charges qui viennent se coller à ton budget, ça c'est compliqué. Et j'aurais dû le dire précédemment, pour épargner sans se priver, il faut déjà qu'on développe la culture du budget. Tu vois, un argent qui doit être dépensé doit être répertorié dans une catégorie. Ok. À tout prix. Je veux parler en même temps quand on va au supermarché, sans liste. Tu vois, tu vas au supermarché faire des courses, tu vas au marché, tu n'as pas de liste. C'est compliqué, tu vois. Donc, pour vraiment épargner sans se priver, il faudrait que les gens apprennent à faire des budgets. Les gens apprennent à avoir une feuille de route pour leur argent. Quand tu parles de un argent, quand tu parles de catégorie, qu'est-ce que tu entends par catégorie? Ces catégories, c'est quoi? Comment est-ce qu'on se retrouve à catégoriser les budgets ou les dépenses qu'on fait en fait? Bon, en fait, peut-être catégorie, c'est catégorie. Donc, dans les catégories, tu as les charges fixes, les charges variables, etc. Donc, en fait, quand tu prends ton argent, tu dois connaître la direction que va prendre ton argent. Donc, tu sais que tu dois payer le loyer, tu vas faire le marché, Internet, etc. Tu vois? Tu dois savoir la direction que va prendre ton argent. Ce qui fait en sorte que, une fois que tu as budgétisé tout ça,
Si quelqu'un t'emmène un problème, tu as même de dire non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas d'argent pour ça, tu vois. Parce que généralement, quand on ne connaît pas la direction que va prendre notre argent à la fin du mois, quand on n'a pas fait notre budget, on va t'emmener un problème, tu vas sortir de l'argent. On va t'emmener un autre problème, tu vas sortir de l'argent. Et quand tu vas te poser, tu vas te rendre compte qu'il y a des trous dans ton argent et il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Donc, se priver, épargner sans se priver, c'est pas nécessairement se priver de loisirs, mais ça peut être ton loyer, ça peut être ton marché, tu vois. Et après, épargner aussi sans se priver. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai carrément perdu ce que je voulais dire. Mais bon, je pense que ça va revenir et puis après et tu vois, quand tu dis tout ça, je me rappelle, il y a quelques années, une tante à moi commençait à peine le travail. Et je pense qu'elle a adopté ton style enfin, ta façon de penser sans même te connaître. Et ce qui fait que il nous est arrivé quelquefois de lui demander des services et d'avoir droit à non, désolé, tu n'étais pas dans mon budget de ce mois en fait. Aujourd'hui, quand tu parles, je réalise qu'en fait, c'est pas si mauvais. Elle, certainement, vu qu'elle est fonctionnaire, elle est payée au 25. Certainement, elle faisait son budget au plus tard le 23 ou le 24. Et puis toi, tu arrives le 26 avec des doléances et tu t'attends à ce que, parce qu'elle est payée le 25, elle puisse te dépanner, t'aider. Quand elle te dit non, tu comprends pas forcément en fait. Effectivement. Tu comprends pas forcément parce que en tant qu'Africain, on nous a plus ou moins inculqué que quand ton frère est en peine, tu es en peine aussi en fait. Si il te demande de l'argent, sachant que tu travailles, il faut que tu puisses trouver la solution à son problème. Clairement. Et tu parles de mariage, tu parles de décès, tu parles d'anniversaire, tu parles de cérémonie familiale. Je me suis retrouvée pour le mariage d'un proche à devoir cotiser. Je travaillais, mais sauf que je pense que je travaillais, j'étais chef de service, certes dans une entreprise qui ne me payait pas, parce qu'en vrai, j'étais stagiaire chef de service, qui était plus ou moins rémunéré par le PNPE. Pour ceux qui savent, le PNPE te donne 83 000 en fait, ou 80 000, je ne sais plus trop. Et l'entreprise dans laquelle je faisais des stages me donnait 40 000 francs le mois. Parce que j'étais employée, parce que je travaillais quelque part, sans que les gens sachent forcément que j'étais stagiaire. Lorsqu'il y a eu des cérémonies familiales, je me suis retrouvée à cotiser au même titre que quelqu'un qui est chef de service dans une entreprise où il a un contrat CDI en fait. Donc tu te rends compte que dans les familles, c'est comme ça. On va t'envoyer même la liste et les barèmes. Les mariés, les personnes mariées, 170 000. Les salariés non mariés, 75 000. Les salariés mariés, je sais pas moi. Si tu es en couple, qu'on connaît ton partenaire, il faut donner tel montant. Si tu te cherches, il faut donner tel montant. C'est incroyable. Si tu vis chez tes parents, 3 000. Donc c'est que les gens se permettent plus ou moins de faire des budgets avec ton porte-monnaie sans connaître tes réalités. Parce qu'on est en Afrique. Clairement. Parce qu'on est en Afrique. Et ça, j'invite les auditeurs à bien prendre en note ce que Sophia a dit. Parce qu'il y aura je pense qu'on aura un épisode où on va en parler, que ton nom soit non, quoi. Clairement. Et ça, même au niveau financier. Quand tu n'as pas intégré une personne dans ton budget, moi, aujourd'hui, je m'y prends 2 mois à l'avance. Si tu ne m'as pas exposé une situation, je suis désolée, je sais qu'il y a les imprévus. Et tu fais bien de le faire, en fait. Je sais qu'il y a les imprévus, mais au quotidien, je me dis, je suis le seul parent de mon enfant. Si je ferme les yeux aujourd'hui, ma grande sœur, qui sera par exemple la tutrice, il faut qu'elle sache que, Darlène, en 3 ans, elle a épargné tel montant pour son fils. Clairement. Et que cet argent se trouve à tel endroit. Donc, je suis désolée, aujourd'hui, je ne peux pas subvenir aux besoins de mon neveu, de mon frère, de ma sœur, de ma tante, de ma grande sœur, parce que j'ai mon enfant dont je dois préparer l'avenir. Aujourd'hui, je ne pense plus forcément à Darlène, ce qu'elle doit faire demain, il faut qu'elle s'achète une voiture. Non, aujourd'hui, je pense tout. Je pars au travail, je subis les difficultés que je subis là-bas. C'est pour Dimani, en fait. Mais clairement, tu vois un peu. Clairement. Donc, je n'ai pas d'épargne à mon niveau. Personnellement, je n'ai pas d'épargne. Mais j'ai créé un compte sous nous dans lequel je mets de l'argent pour lui chaque mois. D'accord. Il m'arrive des mois où c'est compliqué, genre vraiment,
tu brûles ton budget, tu ne peux pas. Mais quand j'ai la possibilité, je fais un rattrapage. Oui, clairement. Parce que sous nous, Assure Éducation, voilà, Assure Éducation te donne l'occasion de faire ça. Oui. Donc vraiment, j'invite les auditeurs. Allez réécouter ce que Sophia vient de dire, c'est très important. Et pourquoi t'as pas d'épargne? J'arrive pas, parce qu'en réalité, je suis chef d'agence, c'est vrai, mais le salaire, quand tu évalues tes charges, tes obligations, tu te retrouves à être Enfin, je ne peux épargner que pour l'un d'entre nous deux. D'accord. Tu vois. Quitte à épargner pour l'un d'entre nous deux, je me dis, il vaut mieux épargner pour lui. Clairement. Et si je priorise son assurance éducation, c'est parce que je sais que je ne pourrai jamais aller revendiquer cet argent. J'ai créé un compte je pense qu'il avait 2 ou 3 mois chez SFE, qui est devenu Bamboo et MF, voilà. J'ai créé un compte là-bas et je t'assure que je mettais de l'argent. J'avais pris l'habitude de faire que quand mes amis venaient me rendre visite pour voir le bébé, ils me donnent 2000, ils me donnent machin. Et vu que Bamboo, c'est vraiment une banque online. Oui. Airtel Money, tu fais le virement, l'argent est rentré. C'est ça que j'aime avec eux. Hein. Voilà. Je faisais ça. Quand mes amis sont partis, s'ils m'ont par exemple donné quelque chose pendant la semaine, je récolte tout. Directement, tu bascules. Mais je t'assure que quand les problèmes ont survenu, quand les problèmes sont arrivés, etc., tu pioches aisément. Parce qu'il y a la facilité de dire que tu peux aller récupérer l'argent. Et puis quand j'ai repris le travail et que j'ai entendu parler de Assure Éducation, je me suis dit, vas-y. Là, au moins, c'est quelque chose où tu ne pourras pas aller leur dire, rendez-moi mon argent. Ou bien tu ne pourras pas faire une transaction quelconque. Effectivement. Et je me dis, je vais travailler, j'essaie de travailler dessus. Hein. Vraiment, je travaille à l'éventualité ou à la possibilité de mettre de l'argent de côté aussi pour moi et pour gérer nos urgences immédiates. Mais je me suis toujours dit, quitte à épargner, vaut mieux que ce soit pour son éducation, pour son avenir, que pour moi qui vais voyager ou qui vais m'acheter un véhicule, quoi. Non, mais après, comment on appelle ça? C'est important aussi, tu vois. Et moi, je dis souvent à mon fils que si je suis pas bien, je peux pas être une bonne mère, tu vois. Et ça sert à rien pour moi, ça sert à rien de sécuriser son éducation quand toi-même tu te sécurises pas, parce que c'est vrai que lui, il a son filet de sécurité pour ses études, mais toi, tu vas devoir l'accompagner dans ses études. Et pour ça, il faudra que toi-même tu aies ton filet de sécurité. Donc, je sais vraiment pas pourquoi tu n'épargnes pas, si c'est une question de montant, mais je me dis aujourd'hui, il y a de très très bonnes alternatives, tu vois. Moi, je me balade beaucoup parce que l'épargne, c'est vraiment mon cheval de bataille, tu vois. Et dernièrement, je suis très portée sur tout ce qui est plan épargne retraite. Donc, je me dis, ce genre de produit-là, c'est pas mauvais. Tu souscris à partir de 10 000 francs. Donc, je me dis, 10 000, on peut avoir 10 000, tu vois. Donc, il faut vraiment reconsidérer ça parce que prendre soin de l'avenir de ton enfant, ça implique que toi-même aussi, tu prépares ton avenir parce que tu vas devoir l'accompagner tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Ok, en tout cas, je prends. Et on va en reparler hors micro parce que, peut-être on va en parler au courant de l'épisode aussi, tout ce qui est assurance, épargne, etc. Mais en tout cas, on va bien en reparler parce que moi, j'ai jamais... épargne retraite, pardon. J'ai dit assurance épargne. Épargne retraite, j'ai jamais pensé à ça en fait. Mais en tout cas, on va en reparler plus amplement. On va voir. Et du coup, je voudrais, si possible, que tu partages avec nous quelques astuces pour mieux gérer son budget au quotidien. Parce que, excepté que ton nom soit non, quelles sont les astuces que tu mets en place pour pouvoir, toi, mettre de l'argent de côté? D'accord. Donc, déjà, je fais mon budget. Dès que je reçois mon argent, je cours à la maison, je fais mon budget, tu vois, et je répartis mon argent. Une fois que c'est fait, je paye mes charges. Parce que tu sais, des fois, tu te dis, Canal Box, je vais payer ça via Airtel Money. Je laisse d'abord l'argent dans l'Airtel Money. Paf, tu es dehors, tu es bloqué. Tu dois, comment on appelle ça? Tu dois faire une transaction. Tu n'arrives pas. Tu actives le forfait. Ça fait déjà des trous. Et après, tu te retrouves des fois, tu vas te poser. Tu as bouffé la moitié de l'argent, mais laisse tomber. Donc, comment je prends mon argent? Premièrement, je fais mon budget. Une fois que j'ai fait mon budget,
je paie ma connexion Internet, même si l'abonnement n'est pas encore arrivé à son terme. Je paie mon abonnement. Je dépose l'argent chez mon bailleur. J'achète tous les tickets EDAN pour mon compteur. Je vais faire mon marché. Comme ça. Et maintenant, il m'arrive d'arriver au supermarché. J'ai fait la liste, tu vois. J'ai fait la liste. Et quand j'arrive là-bas, je trouve des produits de substitution à ceux que je voulais acheter et qui coûtent moins cher pour le même rapport, tu vois, qualité. Donc, je prends ça. Je me focalise pas vraiment sur ce que je dis que je vais acheter. À chaque fois que je peux faire de bonnes affaires au supermarché, je ne me gêne pas. Vraiment, je fais ça. Et à côté de ça, je me dis, il y a des priorités. Tu vois. En tant que créatrice de contenu, je ne vois pas quelle sortie au restaurant qui peut vraiment me gonfler le cœur que si je ne sors pas, je vais attraper les crises. Non, tu vois. Tout ce qui n'est pas utile pour moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et c'est vraiment ça qui a fait en sorte que la première partie de l'année, mon épargne soit vraiment grande parce que moi, j'ai supprimé les loisirs. J'ai vraiment supprimé les loisirs parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la force et je n'ai pas envie de faire certaines choses, tu vois. Donc, je mets tout dans mon environnement à la maison. J'ai transformé ma maison vraiment en mon havre de paix, de telle sorte que je n'aille pas chercher dehors ce que je peux trouver ici. Donc, c'est vraiment pas mon mood, les sorties du coup. Donc, c'est vraiment toute cette petite organisation-là qui me permet d'épargner et qui me permet aussi de ne pas brûler mes budgets, en fait. Ok, en tout cas, c'est une astuce qu'on va prendre. Déjà, budgétiser toutes nos dépenses. Budgétiser toutes nos dépenses. Et moi, j'ai en 2024, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais Darlene, où va tout ton argent? Ton argent va où? Et du coup, je me suis réveillée et vraiment, comme je me suis vraiment levée un soir. Et j'ai créé un fichier Excel dans lequel, je t'assure Sophia, il y a toutes mes dépenses. Si je dépense 100 francs, parce que le fichier il est tellement long, parce que ça tient un mois, donc 31 jours, et c'est sur toute l'année. Donc les cases sont toutes petites. Si j'ai dépensé 100 francs, je mets 0,1. Pour dire que 0,1, c'est 100 francs en fait. Si j'ai dépensé 1000 francs, je mets 1. Tu vois? Si j'ai dépensé 15 000 sur quelque chose, ça peut être que ce soit la coiffure, l'hygiène, la santé, le taxi personnel, le taxi de mon fils, le taxi de ma fille. En fait, tout ce qui concerne mes dépenses, j'ai un fichier que je suis. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que, de manière générale, ce qui me coûte le plus cher, c'est mon loyer, c'est la bouffe, c'est le goûter des enfants. Tu vois? Les loisirs, à une période, en 2024, j'en faisais énormément, donc j'avais énormément de dépenses là-dessus. Mais lorsque j'ai réussi à suivre mes dépenses, je me suis dit, mais Darlene, tu gaspilles autant d'argent pour aller chiller avec une amie, chiller avec un ami, je sais pas moi, pour envoyer de l'argent à ton frère. Et tu vois là, ça me ramène à ce que tu dis. La grande, est-ce que tu peux m'avoir 2000? Je veux sortir. La grande, est-ce que tu peux m'avoir 2000? Je n'ai plus d'unité. La grande, s'il te plaît, j'ai besoin de 5000. Ah, Darlene, telle personne a besoin de 10 000 et tout. Quand tu fais la somme de tout ça, c'est énorme. Tu te rends compte que parfois, tu arrives à 25% de ton salaire. Donc, en réalité, tu pouvais épargner. Tu vois un peu. Oui. Tu arrives à 25% de ton salaire parce que tu as dépanné 15 000 là-bas, 10 000 ici, 2 000 là. Le mois dure 31 jours. Et beaucoup d'entre nous font quoi? À chaque fois que la période de la fin du mois approche, c'est là qu'ils se souviennent de ton numéro de téléphone. Ils t'appellent pour t'exposer leurs problèmes. Et toi, pleine d'empathie et d'amour que tu portes pour eux, tu les dépannes. Mais cet argent qui part ne revient pas. Et tu te retrouves à te priver pour toi-même, pour faire plaisir à autrui. Donc, je suis un fichier depuis peut-être avril 2024. Et je sais combien je perçois d'argent. Parce que même les dons aussi, par exemple, je suis sortie avec une amie, ou bien je suis sortie avec ma grande sœur.
Ma grande sœur ne peut pas me raccompagner chez moi, donc elle va par exemple me dire 2000 du taxi. Je mets ça comme les entrants. J'ai mon salaire qui est entrant. J'ai les dépannages de mon petit ami qui est entrant. J'ai ma grande sœur qui m'envoie l'argent pour sa fille qui vit avec moi qui est un entrant. Je pense que j'ai déjà parlé de mon salaire. Après, j'ai mes dépenses. Les dépenses que je fais sur les 2 enfants, les dépenses que je fais sur moi, salon de coiffure, pédicure. Je sais pas, j'ai acheté une glace en marchant, je note. Et il y a des fois où je me dis, mais toi, tu es devenue folle. Vraiment. Tu notes tout. Tu notes tout. Oui, clairement. Genre, il y a des jours où je suis là, je suis en train de calculer que, il manque quelque chose. Après, je me dis, mais oui, tu as acheté un sac plastique de 500. Donc voilà, tu notes. Tu vois un peu? Tu exagères. Et ça, tu vois, j'exagère grave. Mais à la fin, au moins, je sais que si je suis payée à 500 000, j'ai dépensé. Après, évidemment, je vais oublier des trucs. Tu vois, je suis payée à 500 000, je vais me retrouver avec un solde de dépenses de, je sais pas moi, 483 000. Il y a 7 000 qui manquent, tu vois. Mais quand même, ça me permet d'avoir une habitude. Oui, et tu as une certaine visibilité de mes voir ton dépenses, de mes argent. entrées. Oui. Et ça, c'est une habitude que je voudrais partager avec les auditeurs. Et je l'ai partagé avec ma grande sœur, à qui j'ai dit que il faut suivre tes dépenses. Je lui ai expliqué. Faudra me partager le fichier. Je vais t'envoyer le fichier. Je te promets, je vais t'envoyer le fichier. Je vais essayer pour le mois. Je vais t'envoyer le fichier. Je vais juste supprimer toutes mes données. Voilà. Et je t'envoie le fichier. Et j'ai fait en sorte qu'à la fin, ça te donne des sommations. Sur la coiffure, tu as la sommation. Et puis, j'ai mis des formules, parce que moi, Excel, j'aime vraiment m'amuser avec. J'ai mis des formules pour que janvier, février, mars, tout soit multiplié par 1000 pour qu'il y ait un montant final exact. Et donc, j'en ai parlé à ma grande sœur qui me disait que moi, je sais pas pourquoi, j'ai souvent du mal à gérer mon argent. Je sais pas ce que je fais de mon argent. Et je lui ai dit que moi, j'ai un fichier Excel où je note tout. Tout. C'est vrai que je ne suis pas la meilleure gestionnaire de mon argent. J'arrive pas à épargner d'ailleurs. Mais quand même, je sais où va mon argent, ce que j'en ai fait, à quelle période. Effectivement. Et puis, ça me permet aussi, par exemple, de suivre mes consommations. Et Dan, tu sais combien tu as consommé, à quelle période tu as remis des unités. Parce que quand j'ai mis le 12, je viens noter à la case du 12 que voilà, j'ai dépensé 10 800 par exemple. Même les frais. J'incorpore. Non, mais c'est tout ça, c'est de l'argent qui sort. Voilà. Donc, autant le noter quelque part. Donc, vraiment, je partage ça avec vous de la même façon que je vais envoyer le fichier à Sophia tout à l'heure via WhatsApp. Si jamais ça vous intéresse, je supprime mes données, je vous envoie le truc. Mais il y a mieux parce qu'il y a un élément qui vous permet de noter sur papier, parce qu'il y en a parmi nous qui n'ont pas forcément d'ordinateur, qui n'ont pas la patience d'allumer l'ordinateur, d'ouvrir Excel, etc. Il y a un élément qui vous permet de noter vos dépenses sur papier. Et j'en ai parlé vaguement à l'introduction, avant que tu nous en parles clairement, notamment de ton planificateur de budget. Avant que tu nous en parles clairement, je souhaiterais que tu nous dises ou que tu nous parles un peu d'autres outils que dont tu pourrais disposer, qui te permettent de gérer tes sous en fait. Est-ce que tu peux recommander aux débutants? Oui. Après, tu vois, ton fichier Excel, j'ai vu pas mal, même sur les réseaux, des personnes créateurs de contenu ou des gens qui font dans l'accompagnement pour la gestion des finances personnelles et tout. Il y a justement ça, les fichiers Excel très bien renseignés. Il y a des applications aussi, des applications numériques. Moi, je me souviens que j'ai téléchargé une application, mais après, ça m'a saoulée, quoi. Ça m'a vraiment saoulée parce que j'ai trouvé ça long, tu vois. Et comme moi, j'ai commencé à faire les trucs de budget, j'avais l'agenda. Ou bien j'écrivais sur les feuilles. Ce qui faisait que je me retrouvais avec beaucoup de feuilles où tu écris loyer, ceci, cela, tu vois. Et c'est pourquoi j'ai voulu créer un outil qui me ressemble, qui est adapté avec ma façon de faire et qui va aider les personnes qui sont comme moi ou qui se reconnaissent dans ma manière de faire, en fait, tu vois. Voilà pourquoi j'ai créé le planificateur. Et j'avoue que c'est... Je ne vais pas dire ma plus belle réussite, parce que les réussites, je n'en ai pas encore fini.
mais c'est mon bijou de l'année 2024, tu vois. Parce que, voilà, mes copines, elles vont écouter ça et elles savent. Parce que tout le temps, elles me parlent même et tout. Ah ouais, toi, tu aimes toujours. Et ça, c'est Aude. Aude, elle passe son temps à me dire ça. Toi, tu veux toujours que tout soit parfait. Parce que c'est ça mon problème, en fait. Ouais. Je commence à faire... J'ai pas mal de projets qui n'ont pas vu le jour, tu vois, parce que je me dis, c'est pas ça, quoi. Tu vois, il faut quoi arranger, il faut. Au final, je me retrouve à faire autre chose. Et ça, je me suis dit, bon, je vais faire parce que j'avais fait pour moi. Et j'avais partagé ça à mes sœurs, elles ont aimé, d'autres personnes ont demandé. Il y avait le lien de téléchargement sur mon site internet l'année dernière. Et cette année, je me suis dit, bon, je vais me lancer, je vais le faire. Ça ne sera pas parfait, mais ça va être simpliste comme moi, en fait. Donc, j'ai fait et j'aime beaucoup. Parce que c'est un outil qu'on peut emmener partout, tu vois. Le fichier Excel, si sur le coup, par exemple, je suis dans le taxi, en fait, c'est long, quoi. Déjà, le téléphone, l'écran, il n'est pas grand, il n'est pas adapté, tu vois. Et moi, je me suis dit, je veux un outil que je peux ouvrir à n'importe quel moment. Je peux écrire, je peux griffonner, je peux faire comme je veux, en fait. Et j'ai opté pour le planificateur, version papier, format A5, facilement, comment on appelle ça, facilement en portable, en fait. Franchement. Et du coup, on se le procure où? Parce que quand je parlais d'éléments papier, c'était du planificateur de budget et d'épargne qui a été créé, où il est disponible pour tout le monde depuis 2024 ou 2025? À la vente 2025, oui. Okay. Parce que c'est vraiment revisité, ça n'a rien à voir avec le premier que j'avais fait, en fait. D'accord. Et on se le procure où? Avec moi. Mais le planificateur pour l'année 2025, j'ai carrément bouclé les ventes, quoi. C'est fini, il y en a plus. Oui, c'est fini. Genre, tu veux pas refaire? Ou bien c'est quoi? C'est comme un agenda avec les mois, etc. Oui, tu vois. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur la version pour 2026. Il y aura des amendements, tu vois. Je vais mettre plus de choses dedans. Et pour la version de 2025, j'ai beaucoup aimé moi-même. Au-delà des retours des personnes qui ont acheté. Dedans, on avait des fiches de budget pour chaque mois et des challenges épargne, en fait. On a des challenges épargne, donc il y a plusieurs challenges. Et en fonction du challenge qui te parle, bah, tu le fais, quoi. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, pour 2026, il y aura plus de choses, en fait. Okay. Je veux pas spoiler, tu vois, mais il y aura plus de choses pour que ça soit vraiment la feuille de route, en fait, de toute ma communauté des épargnants, peu importe où ces personnes se trouvent, tu vois. Ça va être vraiment leur feuille de route, quelque chose, un carnet dans lequel ils vont pas seulement planifier leur budget, mais un carnet dans lequel ils vont inscrire leurs objectifs. Ils vont avoir un mood board financier, quelque chose vraiment auquel ils vont s'accrocher pour fournir le maximum d'efforts durant toute l'année et pour être fiers d'eux, en fait, fiers des efforts qu'ils auront fournis, que ce soit des efforts pour des objectifs qui seront atteints à 50, 30, 40%, peu importe, quoi. Donc, je veux vraiment leur faire un outil adapté dans lequel ils vont se reconnaître et qui va vraiment développer la love story entre eux et l'épargne. Ok, la question d'après que j'avais prévue, normalement, ça devait être pourquoi choisir ton planificateur quand on peut faire comme moi, écrire des éléments, des fichiers Excel ou aller voir les gestionnaires. Mais tu as répondu déjà en disant que c'est un truc que tu peux manier plus facilement, sur lequel tu peux griffonner. Effectivement, moi, Excel, je peux ajouter toutes les formules du monde, mais ajouter les commentaires, ce sera pas forcément évident. Oui, clairement. Manipuler ça sur le téléphone, ce sera pas forcément évident. Entre-temps, là, on a un truc,
outil avec lequel on peut se balader. Oui. Qu'on soit en vacances, qu'on soit, je sais pas moi, dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, on peut toujours l'utiliser. Donc, c'est vraiment un outil. Clairement. Ou bien si on n'a pas un smartphone. Ouais. Mais après, tu sais, je me dis, tous les outils se valent. Tu comprends? Le fichier Excel, il est très bien. Mais en soi, c'est pas, selon moi, un outil adapté, par exemple, pour les débutants. Ça va être trop technique. Et puis, ça peut augmenter leur flemme ou vraiment leur désir de vraiment avoir une très bonne visibilité sur leurs finances, tu vois. Et je me dis, quand on a passé l'étape du planificateur et qu'on veut aller dans une gestion, sinon une visibilité de ses finances un peu plus approfondie, le fichier Excel ou une application numérique, ça va faire l'affaire. Et je voulais savoir, gestionnaire, il y a des gestionnaires qui aident dans la gestion des finances personnelles? Pas forcément. Ils vont sans doute juste t'encourager à dépenser dans leur banque. Clairement. J'en venais, hein? Voilà, ils vont te dire non, mais voilà, vous pourriez épargner tel ou vous pourriez prendre tel prêt, etc. Mais gérer l'argent au quotidien, investir dans X ou Y chose, je pense pas qu'ils. Et même épargne, tu sais, moi, c'est quelque chose que je reproche un peu à la banque microfinance, tu vois. Aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux de ces banques-là, mais il y a toute une hype autour du crédit. On vend le crédit. Et des fois, tu as l'impression que la banque ne propose que les crédits, alors qu'il y a des produits épargne, de très bons produits épargne. On est dans un environnement où les gens ne vont pas nécessairement vers l'information, mais ils prennent l'information qui leur est présentée. Ils tournent ça dans leur tête. Ce sont des appréhensions, c'est ceci, c'est cela, tu vois. Et moi, à aucun moment, je suis partie à la banque et puis je suis tombée sur un gestionnaire qui m'a dit ouais, est-ce que vous avez un compte épargne et tout? Rien. Mais par contre, le premier compte que j'ai ouvert, c'est le compte épargne. Très sincèrement. C'était le compte épargne. C'est ça mon premier compte bancaire, mon compte épargne. Et moi, je me dis, quand un trentenaire, parce qu'on est là sur le podcast des fiers trentenaires, un trentenaire qui va à la banque, par exemple, pour ouvrir un compte courant parce qu'il vient de décrocher son premier emploi, le rôle du gestionnaire à ce moment-là, ou du moins du CRC, ok, vous ouvrez votre compte. Est-ce que vous avez un compte épargne? C'est très bien d'épargner. Vous commencez le travail, vous rentrez dans la vie active. Les opportunités que vous avez aujourd'hui ne seront pas peut-être les mêmes demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à prévoir, etc. Moi, j'ai vraiment envie d'aller à la banque et on me sert un speech comme ça. Mais tu sais, il y a des banques. Moi, par exemple, je suis chez Orabank. Et lorsque j'ai ouvert mon compte chez Orabank, c'était un compte courant, donc un compte salaire. Normalement. Et automatiquement, j'ai eu le compte épargne. Ok. La première banque chez qui j'étais affiliée, c'était Loxia. C'était pour payer les bourses. Oui. Jamais, au grand jamais, on m'a parlé de compte épargne. Ensuite, je suis passée chez UBA. Jamais, au grand jamais, on m'a parlé de compte épargne. Jusqu'en 2022, je pense, où j'ai ouvert le compte chez Orabank. Mais vraiment, ça s'est fait automatiquement. On m'a même pas demandé mon avis. Il y a eu le compte épargne. Sauf que je me retrouve avec un compte épargne qui a été créé grâce à un débit qu'on a fait sur mon compte courant. Mais comme tu dis, personne ne m'explique l'intérêt. Personne ne m'en explique l'utilisation. Juste que j'ai un compte épargne. Et c'est avec ma mère que je vais poser des questions, que comment ça se passe, le compte épargne, ça sert à quoi, etc. C'est là qu'elle m'explique que bon, si tu as de l'argent que tu ne veux pas forcément qu'on te crédite, on va enlever les AJO dessus et tout ça, tu mets ça là-bas. Et là-bas, quand ça reste dans le compte épargne, ça génère des intérêts normalement parce qu'ils utilisent, mais c'est pas grand-chose. Ça va être, je sais pas moi, 1000 francs, 3500 à la fin de l'année. Mais vraiment, comme tu dis, ça pourrait être bien qu'on ait des gestionnaires dans les structures qui nous parlent de l'importance de l'épargne. Dès qu'on se présente à eux, presque autant qu'ils nous parlent de crédit scolaire, crédit, machin, tout ça en fait. Que des crédits. Mais il n'y a que des crédits. Tu sais, moi, quand je suis arrivée à Libreville,
je voulais travailler à la banque. Mais l'envie n'est pas partie. Je veux travailler à la banque. Je ne sais pas quand ça se fera. Je ne sais pas quand je veux retenir l'attention d'une banque. Mais je veux travailler à la banque. Parce qu'il y a tellement à faire, en fait. Il y a tellement à faire. Moi, si aujourd'hui, j'étais la responsable communication d'une banque ou bien chef de produit épargne. Pour petite anecdote, je me suis fait imprimer une plaque de bureau. Là, j'ai mis mon nom, Swami Makaye Yvonne Sophia, chef de produit épargne. Et j'ai envoyé ça à mon frère, en fait, parce que c'est vraiment avec lui que je partage vraiment mon amour et mon désir de travailler à la banque. Il m'a dit, c'est beau ça, mais il manque juste le logo de la banque qui va t'embaucher, tu vois. Là, par exemple, il y a des enfants qui ont eu le bac. C'est à ce moment-là qu'on doit leur inculquer ça. Moi, en fait, si tout de suite j'étais chef de produit épargne dans une banque, laisse tomber. Je ferais des caravanes de sensibilisation. Je prendrais des stands brandés que je mettrais devant les écoles supérieures, devant les hauts foyers dans les lycées, pour dire aux gens, vous pouvez épargner dès maintenant. Tiens, par exemple, le plan épargne retraite, la souscription est disponible dès l'âge de 18 ans. Ça veut dire que tu as le bac, tu peux souscrire un plan épargne retraite où tu payes 10 000 par mois. Tu vois un peu. Donc, ce sont des choses, des actions comme ça. Moi, je me dis qu'ils vont vraiment aider les trentenaires et même ceux de la vingtaine qui vont devenir des trentenaires demain, en fait. Parce qu'on n'invente pas les habitudes. On n'invente vraiment pas les habitudes. Et vu que tu parles d'habitudes, de tout ce qui est enfance ou vingtenaire, etc., j'en profite pour caler la question de l'abonné qui nous vient de Suite Audi, qui demande comment intégrer la culture de l'épargne et son importance auprès des plus jeunes, notamment nos enfants. Déjà, les enfants d'aujourd'hui, eux, ils sont dans leur monde. Il y a déjà de ça. Mais moi, je prends la référence de la Bible. Voilà. Dans la Bible, il y a un passage qui dit « Instruis l'enfant selon la loi. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. » Tu vois. Les enfants, généralement, ils n'écoutent pas souvent ce qu'on dit, mais ils voient ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, on est obligé d'allier les deux. Il faut sensibiliser les enfants. Il faut sensibiliser les enfants. Il faut leur parler. Et moi, je dis souvent à mon fils, tu n'épargnes pas. Il faut épargner. Il dit, il n'a pas l'argent. J'ai dit, mais quand tu vas à l'école, tu dis, tu veux pas partir avec le goûter. Toi, tu veux qu'on te donne l'argent. Il a dit, il veut 1000 francs. J'ai dit, mais Jonathan, mange pour 700, tu épargnes 300. Et il me fait genre, moi je passe toute la journée à l'école, j'ai besoin de bien manger, donc je ne peux pas épargner. Mais à chaque fois, en fait, je balance le speech, le truc, c'est pas de dire que tu vas dire une fois, tu vas laisser. Il faut tous les jours parler. Il faut montrer, tu vois. Tu peux arriver comme ça et puis voilà, tu prends tes pièces, tu mets dans le coffre. À chaque fois, tu fais ça devant lui et un jour, tu lui achètes un coffre, by force, il va mettre. Au début, ça va pas être évident, mais au fur et à mesure, il va faire. Et moi, je me dis, c'est à force de faire comme ça, les gamins, ils vont grandir avec cette habitude-là. Et même si ils vont pas aller sur les normes de 50, 30, 20, mais au moins, ils ont l'habitude, en fait. Ils ont l'habitude. Et après, maintenant, les enfants, au-delà de ce qu'on peut leur montrer, leur apprendre, eux-mêmes, ils développent leurs choses, ils découvrent. Et quand il y a déjà quelque chose, quand il y a déjà le soubassement, moi, je me dis après, s'ils sont vraiment intéressés ou s'ils arrivent à comprendre l'importance même de l'épargne, ils vont grandir avec. Et tu vois, je vais en parler on micro, parce qu'on en parlait avant qu'on commence l'enregistrement. Je te disais que moi, j'ai acheté un coffre à la maison avec mon fils. Bon, c'est plus pour lui, parce que ma plus grande fille, elle, je ne sais pas d'où elle l'a appris, parce que personnellement, personne ne m'a inculqué l'histoire de mettre de l'argent de côté. Mais elle, je t'assure que, Sophia, tu peux lui donner 40 000 là, tu oublies.
c'est elle qui va venir te dire 6 mois plus tard, mais maman, tu m'avais donné 40 000 que tu m'avais donné de garder. Genre, je suis là, j'ai des moments difficiles. Et puis elle me dit, mais maman, la dernière fois tu m'as envoyé à prix import, j'avais de la monnaie et tout, et j'ai gardé, je sais pas moi, 10 000 dans cet argent, voilà l'argent. Donc elle, je ne m'inquiète pas. C'est quelqu'un qui garde bien son argent, qui, là par exemple, quand elle est passée en classe supérieure, elle m'a dit qu'elle voulait un téléphone. Elle est venue avec une condition, elle m'a dit, si j'ai plus de 14,90, tu m'achètes le téléphone. Mais je ne vais pas te laisser tout faire. Je mets 30 000, tu vois. Je mets 30 000 et puis tu me complètes, je veux un iPhone. Elle a eu 14,91. Elle m'a emmené 30 000. Voilà. C'est que je me suis fait avoir. Ouais. Elle m'a emmené 30 000 et elle me dit que son téléphone coûte 80 000. Donc, effectivement, moi, je suis partie en mode OK, on va acheter le téléphone, mais ce sera peut-être pour la rentrée parce que pour l'instant, il y a tes lunettes, il y a mes lunettes qu'il faut remplacer. Donc, on va faire ça d'abord. Mais je t'assure qu'elle a une organisation financière. Je ne sais pas d'où elle sort ça. Je ne sais pas d'où elle sort ça parce que je te parlais de ma grande sœur qui me disait que elle ne sait pas où va son argent, c'est sa fille. Moi-même, il y a je me suis retrouvée à créer le fichier que j'ai créé parce que je ne savais pas où va mon argent. Mais elle a un suivi correct. Ouais. Si elle te dit, dans 2 mois, maman, je vais m'acheter une nouvelle paire de chaussures, tu vas lui donner son argent de poche, tu vas lui donner son argent de taxi, elle va s'acheter sa nouvelle paire de chaussures. En toute honnêteté. Mais mon fils, j'essaie de lui inculquer ça, bien que moi, on n'ait pas fait ça avec moi. Moi, je fais en sorte que pour un objectif précis, on a un coffre. Pour son anniversaire, on a un coffre. Quand je rentre, je lui donne les pièces, on met l'argent dedans. Quand il faut faire la fête d'anniversaire, on casse. Et là, l'objectif, l'anniversaire est passé en avril. Le nouvel objectif, c'est Noël. Donc, quand quelqu'un leur rend visite, leur grand-père leur rend visite, avant de partir, bon, mon beau-frère, ma chérie, vous allez acheter ceci. Il donne, allez, ça va dans le coffre. Quand je rentre, c'est lui qui me demande, maman, tu as des pièces? Il a 3 ans. Parce qu'il a acquis l'habitude. Il va voir une pièce traîner, que ce soit mes pièces, celle de sa nounou ou celle de sa sœur, ça va dans son coffre. Directement. Il y a des fois où je lui dis, parce que moi je choisis les pièces que je mets dedans, je lui dis que Mani, ça c'est mes pièces du taxi de demain. Les pièces de 100 francs qui ressemblent à l'euro là, je ne les mets pas dans le coffre. Mais lui ne sait pas encore faire la distinction. Donc toutes ces pièces vont dedans. Et je pense que des habitudes comme celle-là, ça met plus ou moins en exergue ce que tu dis. Les enfants nous voient faire. Il faut qu'on le fasse avec eux. Et je m'amuse souvent même à mettre sur mes stories Instagram quand il met ses pièces dans le coffre. C'est vraiment son activité préférée. Donc quand j'arrive, allez, on fait le câlin, on papote un peu. Maman, tu as des pièces. C'est la première habitude. Et tu vois, derrière ça aussi, désolée de te couper, il faudrait pas que toi, tu lâches en fait. Parce que si tu lâches, ça fait la rupture, il perd l'habitude. Et c'est vraiment ça, en fait. T'es vraiment, en fait, en plus de parler, il y a aussi ce travail d'accompagnement de toujours faire pour qu'il voit, en fait, et pour qu'il continue de faire. Et moi-même, pour la petite histoire, j'embêtais les enfants. Je leur ai dit, l'année prochaine, pour venir en vacances chez moi, la condition, c'est un coffre avec de l'argent épargné tout au long de l'année. Et là, à la rentrée, je vais leur envoyer les coffres à tous. J'ai dit, vous épargnez. À la fin, on casse, on fait le bilan. Celui qui n'a pas épargné, il ne vient pas en vacances. Et là, les gars, ils sont tous motivés. Là. Ils attendent les coffres de tata. Ils attendent les coffres. Ils sont tous motivés. Ok. Bon, il nous reste que quelques questions avant de clôturer. J'ai une préoccupation, notamment celle des personnes qui ont la gestion de familles nombreuses. Tu vois, les gens qui ont une famille nombreuse, même quand ils ne sont pas les seuls à ramener de l'argent à la maison, est-ce que tu crois qu'ils ont les mêmes chances que toi et moi qui n'avons que... Moi, j'ai 2 enfants, toi, tu n'as qu'un enfant, pour épargner? Bon. Ils ont, par exemple, 4-5 enfants, parents célibataires, parents seuls. Est-ce que tu crois qu'ils ont les mêmes chances que nous d'épargner? Ils ont les mêmes chances que nous d'épargner, mais ils n'ont pas la latitude de mettre les mêmes montants que nous. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une mère célibataire et maman, elle avait beaucoup d'enveloppes. Elle avait franchement les enveloppes. J'ai commencé à voir ça avec maman et on est 6 filles. Avec 6 filles, mère célibataire. Donc, en plus de ses enfants, il y a
tu vois, il y a toujours les neveux, les nièces, voilà quoi, tout ce qui est autour, les personnes dont tu dois t'occuper, direct ou indirectement, mais une chose est sûre, ton argent sort. Et maman avait les enveloppes pour tout ça. Elle n'avait pas un gros salaire, mais elle avait un coffre sous son bureau, tu vois. À chaque fois que elle revenait de la banque, elle avait un billet craquant. Elle mettait l'argent, elle mettait le billet craquant dans le coffre. Ou à chaque fois, bon, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui va vraiment, voilà quoi, te faire plaisir, te donner un billet. Ah, achète le jus là, tu vois. Donc, elle mettait toujours dans le coffre, ce qui fait que à la fin de l'année, elle cassait le coffre, elle avait de l'argent et elle pouvait se faire plaisir. Maman, elle aime beaucoup voyager, tu vois. Donc, je me dis, on a tous les mêmes chances d'épargne, mais on n'a pas nécessairement la latitude d'épargner les mêmes montants, tu vois. Et c'est vraiment ça, quoi. Ok. Depuis que tu as fait de la sensibilisation à l'épargne un de tes chevaux de bataille, tu as travaillé avec des organismes comme BGFI. Ouais, mais quand je travaille avec BGFI, je n'avais pas encore commencé la rubrique Madame Épargne. Hein. Ok. Je n'avais pas encore commencé la rubrique Madame Épargne. J'étais encore à Port-Gentil et je me souviens, j'avais fait la promotion de l'ouverture de compte épargne en ligne. Ok. Ok, bon. Mais je sais, parce que tu me l'as dit, que tu as lancé un jeu concours avec le sponsoring de Cofina. Quel type d'accompagnement les banques proposent pour des gens de notre génération? Bon, type d'accompagnement. Les banques, c'est le crédit. En fait, les banques ont tout un tas de produits, tu comprends? Mais il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information. Mais c'est comme je te disais, les banques parlent beaucoup de crédit. Les banques vendent beaucoup les crédits. Et là, en ce moment, tu vas sur les réseaux sociaux, tout le monde est en mode back to school, crédit rentrée scolaire. Tu vois? Donc, il y a pas mal de produits. Pour les trentenaires, moi, je conseille 2 produits. Le plan épargne retraite et le plan épargne immobilier. Tu vois un peu, pour mettre assez de côté pour pouvoir s'acheter une maison. On a des entreprises comme Trianon qui font de l'accompagnement, de la construction de A à Z, etc. Donc, ce sont des informations comme ça que les banques devraient véhiculer. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas parler de crédit, mais quand on vend plusieurs services, plusieurs produits ou services qu'est-ce que je veux dire? Qui s'intéressent, je vais dire ça comme ça, qui correspondent à plusieurs tranches d'âge, plusieurs catégories sociales. C'est très bien de parler de tout, en fait. Parce que quand on parle que de crédit, automatiquement, les gens vont se dire que, bon, il faudrait que, par exemple, je prenne un crédit pour réaliser ci, pour réaliser ça. Après, c'est pas mauvais de prendre un crédit pour réaliser ses projets, mais je me dis que l'épargne aussi, c'est une très bonne alternative quand on veut réaliser des projets, surtout les trentenaires. Tu vois, le crédit, quand tu prends le crédit, tu rends l'argent que tu as emprunté plus. L'épargne, tu épargnes, mais on te donne ton épargne plus. C'est comme si on récompense tes efforts, tu vois. Je ne viens pas descendre le crédit, mais je me dis, il y a des personnes dont les revenus correspondent à ce genre de pratique et à d'autres non, en fait, tu vois. Donc, il faudrait que les trentenaires, parce qu'on est vraiment sur les trentenaires, il faudrait que les gens partent vers l'information. Parce que les institutions bancaires, les organismes ne vont pas toujours venir vers nous. Quand j'ai parlé de plan épargne retraite, il y a des gens qui ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde est CEO. Pardon. Les gens ne sont pas salariés. Parce que c'est quand on est salarié, les gens te disent oui, ils cotisent à la CNSS. Mais quand tu n'es pas salarié, est-ce que tu n'as pas droit à une retraite? C'est à ce moment-là que les gens devraient faire le tour dans les agences. Parce que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, même si tu vends les crêpes,
tu peux préparer ta retraite parce qu'il y a des produits adaptés pour cette catégorie de personnes qui fait cette catégorie de business ou d'activité. Tu vois un peu. Aujourd'hui, tu vends les crêpes, tu peux préparer ta retraite à hauteur de 10 000 francs par mois. Tu peux souscrire sur 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Tu vois un peu. Et il faudrait vraiment que les gens aillent vers l'information parce que les produits bancaires, pour les trentenaires, il y en a en fait. Mais la banque ne va pas dire, mais on ne va pas en tenir rigueur à la banque. Quand on veut quelque chose, il faudrait qu'on ait la capacité d'aller chercher ces choses-là en fait. D'accord. Et lorsqu'on épargne, généralement c'est pour investir sur un projet. Et quand on t'entend parler, je me mets à la place des auditeurs. On doit se dire que la Gaule, elle a beaucoup d'argent en banque, en fait. Du coup, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que l'épargne t'a permis de faire jusqu'ici. Un projet que tu t'étais, par exemple, promis de réaliser et que tu as déjà réalisé. C'est pas dans l'objectif de te juger. Non, clairement. Plus pour dire aux auditeurs que même avec un montant de, je sais pas moi, 50 000, on peut faire ça. Avec un montant de 500 000, on peut faire ça. Bon, jusqu'ici, le projet que j'ai réalisé, vraiment, c'est mon installation à Libreville. Parce que j'ai jamais rêvé de vivre à Libreville. Jamais. Et je me souviens quand je suis rentrée de Dakar, les gens me disaient, ouais, il faut aller à Libreville. Franchement, ce que tu fais là, c'est très bien là-bas. Tu vas te développer, tu vois pas les autres. Mais moi, Libreville, c'était pas mon truc, très sincèrement. Moi, j'aime bien ma vie paisible, à Port-Gentil et tout. Et quand j'ai commencé à avoir beaucoup de contrats, parce que j'étais freelance, je mettais de l'argent de côté. J'avais un coffre, j'avais mon compte à la banque, 2 comptes épargne à la banque. Donc, je mettais l'argent dedans. Et un matin, j'ai perdu mes contrats, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que je vais essayer quelque chose. Parce que de base, je me disais, avec l'argent là, je vais déménager. Parce que je vivais chez ma mère. J'ai dit, je vais déménager. Je vais aller construire ma vie et tout. Et quand tout ça est arrivé, je me suis dit, peut-être c'est le moment, tu vois. Et je suis venue à Libreville pour me chercher. Mais vraiment me chercher. Mais ça a mordu, quoi. Ça a mordu. Et je me souviens, quand je suis arrivée à Libreville, j'avais épargné pratiquement dans les 1,2 million. C'est ce qui a fait, quand je suis arrivée, je sortais pour aller déposer les dossiers, je me déplaçais. Et même quand j'ai commencé le travail, c'était pas, voilà, le salaire n'était pas waouh, tu vois. Donc, je complétais vraiment avec mon épargne. Mais le seul hic, c'est que quand tu prends l'épargne et que tu ne remplaces pas, franchement, le puits va sécher, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment mon installation parce qu'après, j'ai déménagé. J'ai dû aménager, etc. Donc, c'est vraiment ça, depuis du moins ce que j'ai commencé dans ce cheval de bataille-là. C'est vraiment mon installation à Libreville. Et du coup, est-ce que le 1,2 million, c'est le plus gros montant que tu as épargné jusqu'ici? Oui. Ok. C'est vraiment le plus gros montant que j'ai épargné jusqu'ici. Ouais. D'accord. Et là, on va prendre l'avant-dernière question avant ton mot de fin, plus ou moins. Si tu gagnais 50 millions de francs CFA aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais en premier? Si je gagne 50 millions, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais aller m'asseoir d'abord au restaurant. Je vais prendre un bon plat. Non, mais sérieusement, je vais prendre un bon plat. Qu'importe ce que tu dois faire dans la vie, mange d'abord. Oui, je vais prendre un bon plat et je vais commander une boisson bien glacée. Je vais terminer de manger. Je vais laisser un pourboire. Je vais aller à la maison et je vais commencer à écrire dans mon planificateur pour répartir cet argent-là, pour savoir ce que je vais en faire pour éviter de dépenser l'argent sur le coup des émotions. Très sincèrement. Mais je vais d'abord acheter un bon plat, je veux manger. Un plat, même si on dit ça va me faire grossir. Je vais d'abord acheter, je veux me faire plaisir d'abord. Parce qu'on oublie souvent de se faire plaisir quand on a l'argent. Quand on a l'argent, automatiquement, je vais mettre à côté parce que bientôt la rentrée, ceci, cela et tout. Mais on oublie de se faire plaisir parce qu'en réalité, aller au travail,
je te promets que c'est pas donné. Surtout quand tu travailles dans un environnement qui n'est pas propice, qui n'est pas sain. C'est vraiment un effort que tu fournis au quotidien. Donc, le minimum, c'est quand même de prendre, 10 000, 20 000, tu te fais plaisir et puis après, on voit la suite. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Sophia, pour cet échange. Et de rien. On va prendre tes impressions ou le message que tu voudrais faire passer aux trentenaires qui pensent que c'est trop tard pour prendre leur argent en main. Donc, peut-être nous dire les erreurs classiques à éviter quand on veut commencer à gérer son argent, à épargner, etc. Et après, tu nous donneras ton mot de fin. D'accord. Donc, les erreurs classiques, c'est ça, les erreurs classiques à éviter quand on veut épargner. C'est quoi? Déjà, de 1, éviter de ne pas planifier vos dépenses. Ça, c'est 1. Deuxièmement, apprenez à dire non. Même si c'est ta bestie, même si c'est ton besto, même si c'est maman, même si c'est papa, tu ne l'as pas prévu, tu ne le fais pas. Et pour toi aussi, si quelque chose n'est pas nécessaire, si une dépense n'est pas utile, ne la fais pas. Il n'y aura pas mort d'homme en fait. Voilà. Et après, je pense que c'est le plus gros, quoi. Budgétiser et dire non, en fait. Quand tu as déjà cerné ces 2 trucs-là, le reste va passer crème, en fait. Parce que c'est souvent ça qui fait en sorte que, voilà, on rentre dans certaines dérives concernant notre argent. Ok. En tout cas, le message est clair, les fiers trentenaires. Que votre non soit non. Si vous n'avez pas planifié, que votre non soit non. Clairement. Et surtout, si vous n'avez pas planifié, planifiez. Okay? Toujours. Si vous avez oublié de planifier, faites-le. Donc planifiez et surtout, si un élément survient de nulle part, qu'il ne dépende pas de votre vie ou de votre mort ou de celle de votre enfant ou de quelqu'un qui viendrait vous demander de l'aide, n'hésitez pas à dire non. Parce que je pense que cette tranche d'âge, c'est la tranche dans laquelle on doit être le plus égoïste pour nous-mêmes. Parce que il y a quelques années, on regardait nos oncles en mode « Ah ouais, l'oncle là, il a les voitures, l'oncle là, machin. » Entre-temps, l'oncle, il louait les voitures, il louait les maisons. Et aujourd'hui, le même oncle qu'on admirait, qu'on avait 5 ans, on le regarde en se disant que, mais en fait, lui, il a fait quoi de sa vie? Il travaillait. Et c'est la même chose que les gens vont se dire à votre sujet dans quelques années si vous ne faites pas en sorte de mettre de l'argent de côté. Les mêmes gens qui viennent aujourd'hui vous demander 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 en urgence, qui vous font sortir de vos budgets chaque fin du mois, seront les premiers à vous juger. En vous rappelant que, mais attends, Darlene travaille depuis 10 ans. Elle n'a pas été capable de s'acheter un véhicule pour elle-même. Darlene a travaillé pendant 25 ans. Elle n'a pas pu construire une maison. Dites-vous bien que ce sont les mêmes qui seront en train de vous juger parce que ils n'auront pas hésité à vous faire sortir de votre budget chaque mois et que vous n'aurez pas pu faire en sorte de préparer votre avenir. Il faut qu'on puisse être égoïste. C'est méchant de le dire ainsi, mais c'est important pour notre bien et pour celui des gens qui, comme nos enfants, comptent sur nous pour leur avenir. Donc voilà. Franchement, merci beaucoup, Sophia, et Madame Épargne, pour cette conversation qui était très éclairante, très éclairée, très passionnante. Dommage, c'est fini. Vraiment. On sent bien que tu aimes trop parler de l'épargne. Franchement, tes conseils et ton approche bienveillante nous rappellent que l'épargne n'est pas une contrainte. Mais une porte ouverte vers la sécurité financière, c'est une question de discipline et d'organisation. Donc, merci beaucoup d'être passé chez les Fiers Trentenaires. Tu reviens quand tu veux pour parler d'autre chose. Donc là, pour le moment, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné les clés et la motivation nécessaire pour prendre en main vos finances. Souvenez-vous, comme le dit si bien Sophia, qui sème l'épargne récolte la sécurité financière. Attendez. Comme le dit si bien Sophia, qui sème l'épargne récolte la sécurité financière. Voilà. Et avant de partir, en fait, juste vous dire, à vous les fiers trentenaires, il n'est jamais trop tard
pour prendre soin de ses finances. Du moins, si vous n'êtes pas mort, en fait. Vous devez juste vous réconcilier avec votre rapport à l'argent et garder à l'esprit que l'épargne, c'est pas une question de montant, mais c'est une habitude que vous devez parfaire. Vous allez casser les coffres, vous allez vider vos comptes épargne. Moi, je le fais. Et tous les jours, je me bats pour affiner ces habitudes-là. Donc, ça va pas être gagné du premier coup, mais vous ne devez pas baisser les bras. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, demain, vous serez comme tonton Boniface, le célèbre homme qui a travaillé. Beaucoup les balles perdues, mais clairement, tonton Boniface, il a travaillé à Sogara. Il avait un haut poste, il avait un très bon salaire. Il avait plein de voitures, il était à l'aise et tout. Beaucoup les nanas. Voilà, beaucoup les nanas. Il passait son temps à faire les Airtel Monnaie. Il ne pensait pas à demain parce qu'il pensait qu'il devait toujours avoir les mêmes avantages. Et un matin, tonton Boniface a pris la retraite. Il n'avait rien prévu. Aujourd'hui, tonton Boniface, c'est un rigolo. Il demande les 2000 dans les Airtel Monnaie de ses neveux à qui il ne trouvait même pas le travail à l'époque. Oui. Et tout le monde se moque de tonton Boniface. Et donc, si tu veux pas finir comme tonton Boniface, prends soin de tes finances dès maintenant et trouve la manière d'épargner qui te sied et voilà. Merci beaucoup. En tout cas, retrouvez Sophia et la blog Gentillaise qu'elle va nous épeler tout de suite sur les réseaux sociaux pour plus d'astuces sur l'épargne et les motivations, etc. Donc, la blog Gentillaise, comment ça s'écrit ? LABLOGENTI2LAISE. Voilà, c'est partout pareil sur tous ses réseaux sociaux. Elle a un site internet, un blog. Bon, le site il est off en ce moment. Okay, d'accord. Mais c'est plus Instagram, Facebook, oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, elle a dit que pour cette année le planificateur n'est plus disponible mais il arrive en 2026 avec des améliorations. Donc nous on aura la version améliorée que celle de 2025 là si vous avez besoin d'accompagnement concret pour cette démarche. Donc voilà. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, de partager l'épisode autour de vous, de nous donner votre avis sur ce que ça a été. C'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous.